Je vais évoquer le côté pasteurien, mais très brièvement et très succinctement. Je laisserai Julien parler d'Arbois, même si sur cette première photo ce n'est pas Arbois, parler d'Arbois à l'époque de Louis Pasteur. Alors justement, cette première photo, c'est Dole, puisqu'on sait que Louis Pasteur est né à Dole, et surtout, alors, pour le Daulois ou peut-être d'autres qui sont dans la salle, cette œuvre est un tableau de Pointurier. Et je peux vous dire qu'elle est complètement inédite. Hein, ça appartient à une famille qui est venue un jour me l'apporter pour me le montrer. Voilà. Donc c'est un très beau tableau. Alors c'est quoi? C'est la Bedugue hein, de ce côté. Voilà, c'est la Bedugue. Donc c'est un tableau complètement inédit pour dire que Louis Pasteur est né à Dole le 27 décembre 1822 et que la famille quitte donc Dole. Et vous avez ici donc, le document en août 1825. Ça, c'est lorsque le père de Pasteur, Jean-Joseph, donc déclare qu'il va quitter Dole avec sa famille. Donc je le répète, même si ça a parfois été distendu, voilà, ou distordu plutôt, Pasteur est resté. J'ai toujours affirmé que Pasteur était né à Dole. Il y a eu une campagne dans le journal qui disait qu'un Arboisien disait que Pasteur était né à Arbois. Donc je m'étais senti visé à cette époque-là, mais je ne l'ai jamais dit. Hein, l'histoire, je ne la travestis pas, mais en tout cas, il est resté 2 ans, 7 mois et 15 jours à Dole. Voilà, les archives parlent. Ensuite, le jeune Pasteur et sa famille partent à Marnaux. Et là aussi, on va le redire parce que récemment, dans un document de la fête la semaine dernière, on a encore redit que Pasteur et sa famille étaient arrivés à Arbois en 1827. Quand Pasteur est-il devenu arboisien? Maintenant, c'est posé. Il ne faut pas faire du rephotocopillage de choses. Un historien, et je tiens à saluer sa mémoire, et j'y associe les Arboisiens et bien sûr notre association, un historien a sorti un article historique avec des références, c'est Pierre Grispou. Pierre Grispou a déterminé que Louis Pasteur et sa famille est arrivé à Arbois en 1830, puisque Jean-Joseph Pasteur figure comme pompier, donc volontaire sur le contrôle de la garde nationale d'Arbois, et ce chercheur plaçait ce document en 1830, et puis surtout, au tout début de l'année 1831, voilà Arbois, justement, à l'époque du jeune Pasteur. Ça, c'est une lithographie de l'imprimerie de Madame Javel. C'était un lithographe imprimeur arboisien. Et ça aussi, c'est quasi inédit. Hein, c'est vraiment une très belle gravure d'Arbois. Donc, dans les époques 1830-1840, il semblerait que ça soit daté de vers 1845, en tout cas de la jeunesse Pasteur. Et quand on se plonge dans les archives, il suffit de faire la photocopie, et en début de 1831, il y a des cahiers domiciliaires. Cher Alain, c'est ce fameux cahier domiciliaire de l'année 1822 qui a disparu à Dole, puisque c'est ce cahier domiciliaire qui, à Dole, aurait pu dire où Pasteur était vraiment né, même si j'ai fait des recoupements pour déterminer qu'il n'était pas né dans cette maison. Et à Arbois, on a le cahier domiciliaire. Et on ne sait pas pourquoi à Dole il a disparu quand même, le cahier domiciliaire de 1822. Il y a sans doute une raison. Mais à Arbois, on a le cahier domiciliaire de 1831, et ici on voit très bien Pasteur Jean-Joseph, tanneur, âgé de 39 ans, originaire de Besançon, etc., etc., Jeanne-Étienne Trocky, et il y a même les enfants et un ouvrier. Ce cahier domiciliaire donc date de tout début de l'année 1831, donc c'est pour ça qu'on estime, bien entendu, que la famille Pasteur est venue s'installer, et ça a été démontré donc par Pierre Grispou, en 1830. Donc l'arrivée des Pasteurs. Et c'est pour ça aussi que le maire de Marnaux a tendance à revendiquer, et il n'a pas tort, que Pasteur est resté 5 ans à Marnaux, ce qui n'est quand même pas rien, 5 ans dans le début de sa jeunesse. Voilà, je crois que, juste pour montrer une reconstitution par le commandant Grand de la maison d'Arbois, vous voyez que là, aujourd'hui, où il y a l'accueil, c'était la maison d'un tourneur-sur-bois. Alors, on dit tonnelier, mais semble-t-il qu'il était tourneur-sur-bois. Vous voyez qu'il n'y a pas d'étage. Et puis, sur le côté, c'est là où on séchait les pots. Mais ce qu'il y a d'important, c'est ce petit plan. Alors, il est un peu petit, mais ce qu'il y a d'intéressant, voilà la maison. Ici, la cour qui existe toujours. Il y avait un passage à quai ici, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de mur. On pouvait traverser la rivière lorsque la rivière était très basse. Et à cette époque-là, on n'a que le 407, un petit bout de terrain, un petit bout du jardin. Et ce qui est intéressant sur ce plan, c'est qu'en 1879,
Pasteur va acheter le 408, la maison du voisin, mais achète le 409 pour agrandir son jardin et le 413. Donc, en 1879, il a ça, Pasteur. Et là. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que le 410 que Pasteur n'a pas réussi à acheter, il a été acheté en 1911. 1911, ce qui veut dire que les descendants de Pasteur étaient tellement attachés à Arbois qu'ils ont souhaité encore agrandir la propriété pour en faire une vraie aussi maison de vacances, puisqu'ils sont revenus en vacances jusqu'en 1935, et en 1936, la maison a été ouverte en musée. Voilà l'intérêt de ce plan, très donc intéressant. Merci. Alors, au moment de l'installation des pasteurs à Arbois, en 1830, la ville compte à peu près 7000 habitants. Sa physionomie n'est pas encore celle qu'on connaît aujourd'hui, puisque les grandes percées qui reliaient les périphéries au centre ne sont pas encore réalisées. L'économie d'Arbois, elle repose principalement sur la vitiviniculture, et dans le canton, on dénombre pas moins de 20 cépages plantés à l'époque sur environ 2000 hectares de vignes. En comparaison, l'ensemble du vignoble jurassien actuel couvre à peu près 1850 hectares. Quoi qu'il y avait autant de vignes sur le canton d'Arbois qu'il y en a dans tout le vignoble du Jura aujourd'hui. Ensuite, pas moins de 300 artisans et commerçants fournissent à l'ensemble de la population vigneronne tout ce dont elle a besoin. Et puis, la cuisance permet enfin à l'industrie du papier, à une quinzaine d'huileries, à des tanneries, 5, notamment celle de M. Pasteur, et plusieurs forges, ici vous avez la taillanderie Gerbet, artisanale de se développer, tant à Arbois qu'à proximité. Lorsque les pasteurs arrivent à Arbois, elles découvrent une ville plutôt frondeuse qui est en pleine effervescence. En effet, le 25 juillet 1830, refusant d'accepter le verdict des urnes favorable à l'opposition, le roi Charles X, que vous avez ici sur pied en portrait, impose par 3 ordonnances la dissolution de la Chambre des députés, la suspension de la liberté de la presse et la restriction de la loi électorale. Alors, la lecture de ces ordonnances, publiées le lendemain dans la presse, indigne les Parisiens qui, déjà accablés par les problèmes de ravitaillement liés à la crise économique et hostiles au retour en force de l'Église dans la gestion des affaires du royaume, dressent des barricades un peu partout dans Paris le 27 juillet, combattent contre les troupes de maintien de l'ordre le 28 et en triomphent le 29. C'est ce qu'on a appelé les Trois Glorieuses. Louis-Philippe d'Orléans est nommé régent dès le lendemain, le 30. Les Arboisiens, qui apprennent les événements dans la presse ce jour-là, les accueillent vivement au cri de « Vive la liberté ». Ils s'empressent ensuite d'aller insulter et chahuter les partisans des Bourbons déchus, à commencer par le maire, Louis-Ignace Sarret-Grozon, ainsi que le curé, le père François-Joseph Bavrel, qui est contraint de quitter la ville et qui trouve refuge à l'hôpital Saint-Jacques de Besançon. Le 2 août, jour de l'abdication du roi Charles X et du dauphin à Paris, et là c'est leur départ pour l'Angleterre, puis le port de Cherbourg, une administration municipale se forme à Arbois. Les habitants confient la présidence à Jacques-Henri Laurenceau, ancien député de la Convention, par acclamation. 4 jours plus tard, les Arboisiens ayant pris connaissance de l'issue de la Révolution exultent. On sonne les cloches à grande volée, on place un drapeau tricolore au sommet du clocher, on plante partout des chaînes de la liberté sur les places et dans les faubourgs, on lance une souscription en faveur des héros de la Révolution, on ressuscite la garde nationale que l'on installe dans l'hôtel de ville. Le 10 août, lendemain de la proclamation de Louis-Philippe comme roi des Français, on porte à la mairie d'Arbois l'avocat François-Xavier Choupeau, officiellement confirmé à cette fonction 8 jours plus tard, par ordonnance royale. Le 11 septembre, le père Bavrel, le curé, rentre finalement de son exil à Besançon, mais aussitôt cette nouvelle répandue en ville, une foule d'anticléricaux se presse à la cure, en enfonce les portes en prenant aisément le dessus sur les quelques policiers présents et s'empare du curé.
Un avocat, maître Sébille, parvient à le soustraire de la foule et à le conduire, bien qu'harcelé par, dit-on, près de 300 personnes, à Méné où il reçoit l'asile. Le 30 septembre, les Arboisiens, accablés par les taxes, se transportent au bureau des contributions indirectes, situé d'ailleurs ici, sur la place Notre-Dame. Ils saccagent le bureau, jettent le mobilier et le papier par les fenêtres, brûlent le tout sur la place. Quant au percepteur, il est poursuivi par les plus exaltés qui, corde à la main, sont prêts à le pendre. Ayant réussi à semer ses poursuivants, celui-ci trouve refuge dans une ferme des environs, depuis laquelle il gagne Lons dans la soirée. Du 3 au 12 février, ce sont 11 individus qui sont arrêtés et conduits en prison à Besançon pour ces faits. Alors, au cours de son enfance, bien Pasteur a le modèle d'un père qui se presse un dur labeur. Le métier de tanneur est pénible. Il faut tremper les peaux, pratiquer l'épilage, etc. Le tannage proprement dit est également très difficile. Et toutes ces étapes, bien Pasteur les vit, on va dire, avec son âge. Et la famille vit un peu dans l'eau et surtout dans les odeurs nauséabondes qu'exalte ce métier de tanneur. Et c'est le neveu de Pasteur, Adrien Loire, qui raconte, donc le neveu par alliance de Pasteur, qui raconte dans un de ses livres « J'étais enfant, quand un jour à Arbois, Pasteur me demanda ce que je faisais. Je suis allé à la tannerie où je me suis amusé à faire des mottes avec les ouvriers, puisque la tannerie avait été reprise donc par la sœur de Pasteur et son époux. Ah, moi aussi, répond Pasteur, j'ai fait des mottes. C'était ces mottes des petits tas de résidus de temps. Dans les moules, on mettait ce temps dans des moules en ferraille et on piétinait donc ces moules et on démoulait ensuite et ça faisait des petites mottes pour allumer le feu. Voilà le contexte familial de la famille Pasteur. Donc, dans les années 1831-1833, qui correspondent aux années de collège de Pasteur, Arbois connaît une relative fébrilité, tant sur les plans politiques que sanitaires. Alors, le 8 février 1831, une ordonnance royale nomme maire d'Arbois l'avocat Charles Clerc de Landresse. Il deviendra un petit peu plus tard l'un des chefs de file du mouvement républicain d'Arbois. L'une de ses premières décisions est de renommer plusieurs voies de communication de la ville. Ainsi, la Grande Place devient la place de la Liberté. La rue Monsieur devient la rue du Roi Citoyen. La rue Pichegru, tombée en disgrâce après avoir rallié Louis XVIII, devient rue Lafayette. En mars, une association républicaine, donc recrutant principalement chez les vignerons, se constitue. Elle est dirigée par Eugène Regnault d'Épercy, dont vous avez ici donc une étiquette, faisait aussi de la vigne. Cette association compte rapidement 200 membres et devient la maison mère de tout un réseau jurassien. Le 27 juillet, on célèbre le premier anniversaire de la Révolution en grande pompe. Alors avec hommage aux victimes de l'insurrection, fanfares, revue des troupes, défilé de la garde, pavoisement des maisons, des édifices publics, jeux et bals. Dans la foulée, on élit les autres membres du conseil municipal. Le 19 octobre, donc je ne vais pas m'étendre dessus parce que Roger l'a bien développé, mais on a donc dans le canton de Villers-Farlay une louve qui attaque en moins de 2 heures, dit-on, 11 hommes, 2 femmes, un cheval, un bœuf, un cochon. Les soins sont prodigués par le docteur Dumont d'Arbois. Le 7 mars 1832, le carnaval d'Arbois manifeste une certaine disgrâce de la monarchie de Juillet dans le cœur des Arboisiens à ce moment-là. En effet, les membres de l'association républicaine confectionnent à cette occasion un mannequin à l'effigie du roi qu'ils entourent de sacs censés remplis d'argent, qu'ils promènent à travers toute la ville au milieu de la huée de la foule et qui finissent par brûler à l'issue de la parade. À la fin du mois de mars, on craint l'arrivée du choléra à Arbois. Alors là, vous avez une affiche qui émane du département du Finistère. Sans doute, il y a eu des affiches similaires, puisqu'elles sont datées de la bonne année, pour le département du Jura.
Donc, on craint l'arrivée du choléra. On nomme une commission sanitaire qui est présidée par le fameux docteur Dumont et on fait tenir les rues dans la plus grande propreté. L'autorité supérieure ordonne d'ailleurs le changement des lieux destinés aux inhumations. Partout, le rapprochement avec les habitations font craindre l'invasion de la maladie. Ainsi, le conseil municipal étudie le choix de changer de place le cimetière, qui était à l'époque autour de l'église. Donc c'est ainsi que le 25 juillet, la municipalité, après avoir désigné comme emplacement un terrain planté de vignes situé à la Maillotche, près de l'actuel cimetière de la ville achète donc à ses propriétaires, les dédommage, et puis prend un arrêté pour obliger les Arboisiens à aller enterrer les défunts, non plus autour de l'église, mais à la Maillotche. Le nouveau cimetière est donc béni solennellement par le clergé, mais force est de constater que le choix du site ne fait pas l'unanimité. D'abord chez le clergé, puisque celui-ci l'estime beaucoup trop loin pour accompagner les défunts jusqu'à leur dernière demeure. Les habitants sont nombreux à avoir, qui ont des morts dans la famille à ce moment-là, sont nombreux à aller les enterrer à Méné, ne pouvant pas les sentir à la Maillotche. Et puis au mois de décembre, donc on est là seulement quelques mois après l'inauguration du cimetière, une pétition circule. Les habitants demandent que l'on change de place le cimetière car on reproche au terrain d'être trop dur, la terre trop compacte et de laisser passer l'eau dans les fosses. L'administration fait droit à cette demande et autorise de nouveau les inhumations dans l'ancien cimetière cernant l'église le 13 janvier 1833. Alors là, je ne vais pas m'étendre dessus, mais simplement, donc, le général Delord, qui est député du Jura à ce moment-là, passe à Arbois, il est victime d'un furieux charivari et ça se solde par le remplacement du maire Claire de Landresse qui est limogé et on nomme provisoirement à sa place Ferdinand Mézières, qui lui est favorable au régime de la monarchie de Juillet. Alors là, c'est un pastel de Louis Pasteur qu'il a réalisé en 1839 de Ferdinand Mézières, qui donc est nommé maire. Alors, c'est la petite histoire, parce que quand on fait un dessin, soit on fait la stricte réalité, ou soit éventuellement on veut... Quel âge vous donnez à Ferdinand Mézières en 1839 ? Eh bien, il a 66 ans. Je pense que Ferdinand Mézières avait dû dire à Pasteur qu'il fallait un peu le rajeunir. Voilà. Merci. Alors, les 15, 17 et 19 janvier, on procède à l'élection du nouveau conseil municipal. En février, donc là on est de nouveau dans les crises sanitaires, les Arboisiens apprennent que le village de Vadan est infecté depuis plusieurs jours par la rougeole qui frappe la population. On annonce 25 personnes atteintes, dont 9 sont déjà mortes. Le 30 mars, une ordonnance royale nomme cette fois-ci pour maire définitif M. Pierre Parandier en remplacement de Mézières. Le 24 août, on découvre aux planches une source qui se perdait dans un canal naturel souterrain. Le maire d'Arbois ainsi que son conseil se rendent sur place avec le commissaire de police. On détourne la source pour la rediriger vers la cuisance de façon à ce qu'on puisse, dit-on, alimenter les usines qui la jalonnent, même dans les plus grandes sécheresses. En novembre, on fait planter des arbres sur le plateau de l'Ermitage dans le but d'en faire un lieu de promenade. Alors les uns forment de longues allées, on a l'exemple qui existe toujours de l'allée du roi de Rome. Les autres sont disposés de manière à servir de salle de danse et enfin des charmilles sont plantées à peu de distance l'une de l'autre pour former par la suite un bosquet. On y établit aussi une sorte de but afin de tirer à la cible les jours de fête, parce que les jours de fête se passaient généralement sur le plateau de l'Ermitage. Alors à cette époque-là, Louis Pasteur le petit Pasteur suit les cours de l'enseignement mutuel et son instituteur c'est Étienne Renaud. Alors le mode d'enseignement mutuel a été mis au point en Angleterre par Lancaster en 1801 et il a été diffusé très largement en France. Il s'agissait alors de supplier le manque d'enseignants en
faisant des meilleurs élèves les adjoints de l'instituteur. Les enfants étaient rassemblés en très grand nombre dans un immense local, installé par rangées de 15 à 20 tables. Chaque rangée était placée sous la conduite d'un moniteur. Un ordre absolu devait régner dans la classe. Le maître, à coups de sifflet, commandait le mouvement des élèves et la succession des différents apprentissages. Les élèves moniteurs fréquentaient 2 heures par jour une classe où on leur enseignait le plus vite possible les connaissances à transmettre. Et on dit que Pasteur a été élève moniteur puisque à la maison natale, il semblerait qu'il y avait une petite étoile qui remerciait les élèves moniteurs et que la famille, les descendants d'Étienne Renaud, ont remis donc au musée de la maison natale, expliquant que c'était l'étoile, la récompense que le jeune Pasteur avait eue. Alors bien sûr, il fallait avoir un certain pouvoir pour diriger les autres enfants et les punir même en cas d'indiscipline. Leur rôle consistait essentiellement à faire apprendre par cœur des réponses à des séries de questions. L'école ardoisienne était alors installée dans les murs du collège communal. Alors justement, après l'école donc, mutuelle, Pasteur va entrer au collège communal. On a ici le premier dictionnaire de Pasteur, je le montre toujours, parce que ce qui est intéressant, c'est ici, ce dictionnaire, avec les fautes, appartient à Pasteur Arboise. Celui qui a mis ça, c'est Louis Pasteur. Voilà, alors, je ne sais pas s'il était élève moniteur, en tout cas ce dictionnaire est encore conservé à la maison d'Arbois. Bref, le collège communal, lorsque Pasteur entre au collège, est dans la tourmente, puisque vous avez vu la tourmente politique qu'il y a à Arbois à ce moment-là. En plus, il est totalement sous-doté budgétairement. L'histoire se fait peut-être. En tout cas, la dotation budgétaire communale est loin d'être extensible. Aujourd'hui, dans les délibérations du conseil municipal, il est souvent écrit, en parlant de la dotation budgétaire, celle-ci ne peut pas devenir plus grosse tant elle est énorme. Le collège, bien sûr, est en concurrence avec les écoles primaires et avec l'école municipale de dessin. Parce qu'en fait, l'enseignement primaire jouit des avantages sur l'enseignement secondaire. Il concerne beaucoup plus d'enfants et donc d'habitants, et il est bien moins coûteux en personnel et en locaux. Et c'est bien pour ça qu'à l'époque, on s'arrêtait à l'école primaire. Lorsque Louis Pasteur va entrer au collège communal pour l'année scolaire 1831-1832, en classe de 8e, il y a alors 50 à 60 élèves pour tout le collège. Et ce sera ainsi pendant toute sa scolarité. Et dans la classe du jeune Pasteur, en 8e, ils sont 11. Donc, vous voyez que c'est des effectifs très faibles. Alors que dans les écoles primaires, il y a environ 320 garçons et 300 filles. Les filles ont eu plus tardivement l'enseignement secondaire, mais sur les 320 garçons, il n'y en a que 60 qui entraient au collège. Donc, est-ce les 60 meilleurs? Est-ce les 60 qui, la famille, incite l'enfant à aller au collège? En tout cas, ce collège est en plein désordre, en pleine indiscipline, et le jeune homme débute donc une scolarité dans une ambiance qui est peu propice au travail. Sur cette diapositive, eh bien, un des livres de classe de Pasteur avec des petits dessins qu'il a réalisés lui-même. Ici, le petit bureau d'écolier de Pasteur. Alors, dessus, quand il y a une représentation comme ça, c'est un prix qu'il a obtenu au collège. Il a eu prix de la version latine, prix de mémoire, prix d'algèbre. Et donc, on dit que c'était un élève moyen, mais en tout cas, ça faisait déjà partie des meilleurs élèves qui entraient au collège. Et avec quelques prix, c'était sans doute parmi les bons élèves du collège, mais ce qu'il faut savoir, et ça c'est une hypothèse que j'émettrai dans la prochaine prise de parole, c'est que l'enseignement au collège d'Arbois était sans doute d'une qualité inférieure à certains enseignements dans les grandes villes. Et vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Merci. Alors, tandis que Pasteur fait ses humanités et s'adonne au dessin avec un certain brio, comme vous avez pu le constater, ses concitoyens arboisiens, et notamment les Faramandiers, eux, embrassent la ville. Au début de l'année 1834, en effet, les républicains d'Arbois sont plutôt calmes. Le 9 mars, ils organisent d'ailleurs un grand banquet à l'Ermitage. On y prononce des discours qui sont certes très enflammés, mais qui n'apportent aucun
trouble à l'ordre public. Mais la situation se gâte dès le lendemain, date à laquelle les habitants apprennent par les journaux et des lettres particulières que, depuis la veille, les ouvriers de la soie de Lyon, les Canuts, sont en insurrection. Cette nouvelle réjouit beaucoup les républicains d'Arbois qui espèrent que cette insurrection, qui s'est déjà étendue à Saint-Étienne puis à Paris, se généralise aux autres grandes villes et aboutisse à l'instauration d'un régime républicain en France. On attend donc l'arrivée des journaux dans les cafés avec une grande impatience. Cela arrive donc le 13 avril dans la soirée où près de 300 vignerons et artisans, principalement de Faraman, attendent sur la place de la Liberté et on attend les nouvelles de la diligence qui vient de Lyon. Celle-ci arrive à 21h30. À son bord, un dénommé Girard se rend à Besançon, sort la tête de la portière et dit aux hommes qui se trouvaient là « Tandis que vous êtes bien tranquilles, la République est proclamée dans les villes environnantes. » La nouvelle se diffuse alors comme une traînée de poudre en ville, et depuis le faubourg de Courcelles, où plusieurs groupes avaient suivi la diligence pour soutirer de plus amples informations, on remonte à la ville en chantant la Marseillaise et en criant « Vive la République ». Le cortège que vous voyez là, bon là c'est une reproduction de l'émeute de 1834 qui avait été faite dans les années 80. Le cortège donc se porte ensuite devant le chef de l'association républicaine, Regnault des Percy, afin de lui faire prendre la tête du mouvement. Alors celui-là, il refuse une première fois, mais menacé d'un charivari, il accepte finalement la proposition qui lui est faite. Alors quel est le premier acte d'insurrection ? Eh bien, c'est de s'emparer du poste de l'hôtel de ville qui est occupé alors par une vingtaine d'hommes du 2e régiment d'infanterie de ligne. Le capitaine qui le commande fait résistance mais reçoit une blessure à la main. Les autres militaires décimés dans Arbois sont, dit-on, totalement enivrés et facilement désarmés dans leur logement. Les armes entreposées à l'hôtel de ville sont enlevées pour armer un certain nombre d'insurgés qui se trouvent rapidement maîtres de la ville. Deuxièmement, les autorités judiciaires et administratives, qui, dit-on, se livrent au repos dans leur domicile, sont remplacées sans résistance par les républicains les plus hardis. Troisièmement, les insurgés escaladent les murs de l'église, brisent la fenêtre de la chambre du sacristain, s'emparent des clés du clocher pour aller faire sonner le tocsin afin de prévenir l'ensemble des partisans d'Arbois et des villages voisins que l'insurrection est en cours. Pendant qu'une partie des insurgés s'occupe à ces activités, les autres, notamment les femmes et les enfants, se préparent, dit-on, au pillage. Cela aurait été évité de justesse par Regnault des Percy qui, pour les détourner de cette idée, aurait envoyé toutes ses petites mains ériger des barricades à toutes les entrées de la ville. Pour cela, on démolit le pont qui est situé sur la route de Besançon. On abat des arbres, disons, d'une grande taille, des noyers, des peupliers notamment, pour barrer les routes de Dole et de Besançon. On barricade les autres rues, notamment celle de Faraman, à l'aide de voitures entassées les unes sur les autres. Bilan de la journée. On rapporte que le maire, après avoir été frappé d'un coup de poing à l'épaule, a été 2 fois menacé de la baïonnette par un exalté. Le premier coup aurait été détourné par un agent de police et le deuxième par Regnault des Percy lui-même, qui avait recommandé à ses hommes le plus grand ordre et le plus grand respect pour la propriété. Néanmoins, un enfant a été blessé par une balle perdue. Des arbres ont été coupés, des clôtures détruites, des portes brisées et enfin le pont fut démoli. À cela, un brave faramandier plein de bon sens aurait répondu « Mais on ne fait pas une omelette sans casser des œufs ». Le lendemain matin, 14 avril, un détachement d'une centaine d'hommes marche sur Poligny, dans l'intention de se faire livrer la poudre qui est au magasin. Il rencontre alors le sous-préfet à qui il demande la poudre. Mais celui-ci, qui souhaitait connaître les chefs du détachement, reçoit pour seule réponse « À Arbois, nous sommes tous chefs ». Il les fit néanmoins conduire à la poudrière, non sans savoir que la poudre avait été transportée la veille à Lons. La déception donc des Arboisiens était alors grande et le retour à Arbois n'a pas été acclamé comme ils l'espéraient. Néanmoins,
à 14 heures, le tocsin sonne de nouveau. On bat la générale, on ferme les magasins et chacun se demande ce qui se passe. On apprend alors que le préfet, le général commandant le département et le sous-intendant militaire viennent à Arbois et qu'ils sont déjà à hauteur de Poligny, escortés par une cinquantaine de voltigeurs. Aussitôt, les insurgés, armés de fusils, de sabres, de haches, de couteaux, de baïonnettes, se transportent sur la route de Poligny, près du pré Peigne, où ils attendent de pied ferme la troupe de Lons-le-Saunier. Un détachement de républicains de Grozon vient même à Arbois pour prêter main forte aux insurgés. Pendant ce temps, un certain Budin de Vadan, arrivant de Dole, vient trouver Regnault des Percy, lui apprend qu'à Paris et à Lyon, les insurrections ont été réprimées et que tout espoir est perdu. Pestant contre cette déconfiture et prétextant que l'association d'Arbois a été lâchement abandonnée, Regnault des Percy prononce la dissolution de l'association, brûle les papiers compromettants, monte en voiture et prend la route de la Suisse. Plusieurs insurgés font de même, se sauvant dans les bois ou dans la campagne où ils bivouaquent. Si bien que lorsque le cortège préfectoral arrive le lendemain, 15 avril à 10h à Arbois, rejoint un peu plus tard par une demi-batterie d'artillerie, un escadron de dragons et un bataillon d'infanterie venant de Besançon, il trouve la ville plongée dans le plus grand calme et il n'y a rien besoin de réprimer. Toutes les armes qui avaient été volées aux soldats à la mairie sont retrouvées dans les rues et on laisse quand même, par précaution, une compagnie s'établir en garnison jusqu'en 1837. Néanmoins, et malgré la fuite de beaucoup d'insurgés, on prononce 39 mandats d'amener et 26 individus figurent dans le procès qui est donné devant la Chambre des Pairs. Et le 10 janvier 1835, la Cour ne met finalement en accusation que 5 personnes, notamment les principaux assaillants de l'hôtel de ville et le chef de l'association, Regnault des Percy, qui est en exil. D'ailleurs, on craint la défaveur du souverain et la ville d'Arbois adresse le 20 avril une lettre au roi dans laquelle on peut lire « Sire, Arbois avait aussi à déplorer près de vous l'aveuglement de quelques-uns de ses habitants. Si déjà votre majesté ne savait que les désordres qui ont éclaté ne sont dus qu'à une poignée d'hommes que la grande majorité désavoue devant la France entière et qui n'ont pas tardé à désavouer eux-mêmes le chef qui les avait égarés. Leurs efforts insensés, que quelques heures ont vu naître et finir, ont trouvé dans la population presque entière une complète désapprobation. Leurs voix n'ont pas eu d'écho, et le sang n'a pas été coulé dans nos murs, où la tranquillité est plus assurée que jamais. Plusieurs membres de l'association font amende honorable et signent aussi cette lettre. Les républicains, déjà très affaiblis par la dissolution de l'association, la fuite de leur chef et l'échec de cette insurrection sont désormais discrédités aux yeux de la population locale qui aspire désormais à la tranquillité. Du 30 mai au 3 juin, l'évêque de Saint-Claude, monseigneur de Chamont, est à Arbois à l'occasion de la fête Dieu. Il y reçoit un accueil, dit-on, très chaleureux. Alors là, on multiplie les offices, les processions, on confirme militaires et enfants, on donne des bénédictions diverses et variées, on visite les autorités, les associations de bienfaisance et bien sûr les écoles. D'ailleurs, les écoliers sont contents lorsque, à l'époque, l'évêque vient, puisqu'il leur donne un jour de congé. Dans le mois de juin, on réalise de grandes réparations à la chapelle de l'Ermitage en vue de la neuvaine. Donc, c'est la mémoire que chaque année font les Arboisiens du 2 juillet 1639, qui, donc, à cette date, on avait émis le vœu de faire un pèlerinage chaque année à Notre-Dame libératrice si celle-ci préserver la ville de la famine, de la guerre et de la peste. Donc pour cette préparation de la neuvaine, on fait un parquet devant l'autel. Le sanctuaire est séparé de l'église par une petite grille en fer. On ragrandit la tribune, on regipse les murs et le plafond et on donne bien sûr une couleur aux différents ouvrages en bois. En août et septembre, c'est au tour de l'église Saint-Just de se refaire une beauté puisqu'on reblanchit les murs et que pendant l'exécution des travaux, on apprend que dans le courant de la Révolution, la
première cette fois-ci, en 1793, on avait enfoui dans une des chapes de l'église plusieurs statues de saints afin de les soustraire donc aux révolutionnaires. Avec l'accord du clergé, les gypseurs creusent dans la chapelle du curé et retrouvent les fameuses statues en grandeur nature. Alors il y en avait une du Christ, et d'autres des apôtres, de la Vierge et de plusieurs autres saints, saints qui étaient associés à la Passion. Plusieurs ont été envoyés à Grozon, puisque c'était le pays natal du sacristain de l'époque. Le 3 octobre, on replace la pierre tumulaire du capitaine Morel, qui est héros de la défense arboisienne lors du siège de la ville par les troupes d'Henri IV en 1595. On la place dans le mur qui est situé près de la porte latérale de l'église, face à l'autel Saint-Just. Alors, pendant toute cette durée, vous savez que Pasteur, et je ne m'étendrai pas, a été un artiste. Et vous pourrez retrouver le 18 juin après-midi la conférence Pasteur, artiste et plasticien. Et prochainement, dans un livre à paraître aux éditions Sequoia. Mais on a ici Étienne Charles Pointurier, qui était donc le professeur de dessin de Louis Pasteur. Étienne Charles Pointurier est daulois d'origine, et dès l'âge de 14 ans, et ça c'est intéressant, il s'intéresse à l'art, il est né dans une famille de lithographes. Et on voit parallèlement que le jeune Louis Pasteur, dès l'âge de 13-14 ans, s'intéresse réellement à l'art, lui aussi. Donc il y a un peu ce parallélisme entre ce professeur qui débute très tôt et le jeune élève. Alors, Étienne Charles Pointurier a obtenu le poste à Arbois. Son père, Étienne Charles, était un des chefs des bons cousins charbonniers, donc certains imaginent que peut-être la famille est venue se réfugier lorsqu'il y a eu quelques soucis justement à Arbois, mais ce qu'il faut signaler, c'est que la famille Pointurier a poursuivi donc ce rôle important dans la charbonnerie. Alors, on a ici par exemple, parce que Étienne Charles Pointurier était lithographe, on a vu une très belle peinture aussi, il était portraitiste, et c'est la lithographie du premier tableau qu'on a vu en entrée de cette causerie, donc toujours l'Abduc, donc une lithographie de Pointurier. L'école de dessin Arbois, donc Pasteur suit assidûment les cours, les heures sont très nombreuses à l'époque, et donc Pasteur va réaliser toute une galerie de portraits dont on détaillera donc plus le 18 juin. Néanmoins, on peut signaler Lydie Roch, un portrait qui est conservé au musée d'art d'Arbois, donc au musée Sarré-Grozon, qui a été légué à la ville d'Arbois dans les années 80. Et puis je veux apporter quelques dessins que les plus pasteurisés, entre guillemets, d'entre nous ne connaissent peut-être pas. On connaît ce dessin uniquement en noir et blanc dans les publications. Et donc on a retrouvé récemment, donc, alors c'est on ne sait pas son nom, hélas. On a retrouvé, donc le voici en couleur, donc c'est la première fois qu'il est montré en couleur, il a besoin d'une petite restauration. C'est un portrait donc de 1839. Autre dessin intéressant, enfin c'est la première fois qu'il est montré à Arbois, c'est le Christ, donc réalisé par Pasteur d'après le Christ de Leuticien, donc c'est sans doute un dessin d'étude lorsqu'il est élève au collège. Alors hélas, il y a un bon coup de flash, mais pour le futur livre, on va essayer d'avoir une photo un peu plus réussie. Et il est signé, ici, on ne le voit pas, mais Pasteur, délinéa vide 1836, donc réalisé par Pasteur en 1836. Un autre dessin qui, lui, a disparu, qui est lui aussi sans doute de 1836, donc le portrait sans doute sur aussi une gravure, parce qu'on ne voit pas comment un modèle aurait pu entrer au collège à cette époque-là, en classe de 4e, donc probablement sur une gravure. Alors, tandis que Pasteur s'apprête à gagner Paris pour la première fois, de grands travaux sont entrepris à Arbois. En mars 1836, la ville achète un vaste terrain situé au lieu-dit en Paradis pour y établir un nouveau cimetière. On voit que ça vire à l'obsession, les cimetières Arbois. Celui de l'église étant trop proche des habitations est devenu trop petit. On le fait clore et planter d'arbres toujours verts. En mars, toujours, la municipalité fait un marché avec un fondeur de morteaux pour refondre la grosse cloche qui est cassée depuis 1834. Il doit la faire plus grosse. Mais comme cette opération doit se faire à Arbois, on construit spécialement sur la promenade des Tiercelines une baraque en bois au milieu de laquelle on fait un trou pour le moule et le fourneau.
pour fondre la matière. En juin, donc, a lieu la fonte de la nouvelle cloche. Le 6, on amène la vieille cloche près de la baraque afin de la casser pour la mettre dans le fourneau. Mais le fondeur, n'ayant pas trouvé des bœufs pour traîner la voiture, fait attacher 4 gros et longs câbles et prie les curieux qui se trouvent là de l'aider à conduire la cloche sur la foule. L'après-midi, la cloche est cassée en morceaux que l'on place dans le fourneau avec la nouvelle matière et des scellés sont posés sur la porte du four jusqu'à ce qu'on y mette le feu. Ce sera chose faite le 9 juin. Le lendemain, le 10, la cloche est fondue devant une foule, dit-on, nombreuse, qui attend d'assister au spectacle depuis le matin. Les ouvriers ne se privent d'ailleurs pas pour organiser au moment du coulage une quête qui s'est révélée très lucrative. Le 13 juin, la nouvelle cloche est démoulée et nettoyée. Le 14, on la conduit à la porte de l'église. On démolit d'ailleurs une partie du mur de clôture afin de pouvoir l'emmener sur le parvis où elle est bénie par le clergé. Sa pesée, le 25 juillet, permet de connaître son poids, 9180 livres, ce qui correspond à peu près 4 tonnes. La cloche a pour parrain le général Delors, représenté par le maire d'Arbois-Parandier, et pour marraine Madame Calamar, l'épouse du président du tribunal d'Arbois. Après la cérémonie, les parrains-marraines se rendent à l'hôtel de ville où, excellente idée, depuis la fenêtre, ils jettent de l'argent et des dragées à la foule. À l'occasion du baptême de la cloche, M. Delors fait cadeau d'un superbe ciboire en vermeil à la fabrique de Saint-Just et Mme Calamar d'un magnifique tapis d'Aubusson. Le 15 juin, la municipalité interdit les inhumations dans le cimetière de l'église et inaugure celui de Paradis en présence du clergé qui en fait la bénédiction. Le 11 août, la ville fait établir des fontaines dans plusieurs quartiers encore éloignés de l'eau. Et c'est pour en établir une au faubourg Montfort que l'arbre historique d'Arbois, auquel fut pendu le 7 août 1595 sous les ordres du maréchal Biron, Joseph Morel, le fameux défenseur de la ville. Alors l'arbre est abattu. La population, bien sûr, émet des réclamations. L'arbre est pourtant scié devant l'hôtel de ville. Dès le lendemain, le maire dira que la ville a ainsi économisé une demi-corde de bois. Le tronc est acheté par des armateurs pour en faire des fauteuils et d'autres pour en faire des croix. En juin, les travaux de rectification de la route de Lyon à Strasbourg entre Poligny et Arbois par Buvilly sont lancés. Le coût de ces travaux est estimé à 161 669 francs. Pour les réaliser, on coupe toutes les vignes qui se trouvent sur le tracé de la route et on fait les terrassements. De nombreux arboisiens sont employés à ces travaux, les uns comme piqueurs, les autres comme manœuvres, et ceux qui avaient des voitures étaient admis de préférence. C'est avec un bien grand déplaisir que les habitants d'Arbois voient faire cette route, car ils pensent que les étrangers qui viendront acheter leur vin, n'ayant plus la rente de Pupillin à monter, iront directement les chercher à Poligny ou dans les environs, et non plus à Arbois, ce qu'ils regrettent puisqu'ils disent que c'était le meilleur. Le 14 octobre, Pierre Parandier est reconduit dans ses fonctions de maire, mais il démissionne peu de temps après et est remplacé par Charles Parrot, qui est nommé par le roi le 29 janvier 1838. Vous avez là donc un autre pastel de Pasteur, représentant M. Parrot. Le 6 mai 1838, on transfère au cimetière de Paradis la croix de mission qui avait été érigée en 1826 sur le cimetière Saint-Just. Le 9 décembre, la municipalité établit un comice agricole, présidé toujours par le docteur Dumont, et dont le siège était à Arbois. Ses objectifs, c'était de chercher les moyens d'améliorer la race bovine dans le département, d'augmenter la qualité et la quantité des fourrages, de diminuer les pertes de culture des plantes sarclées, d'augmenter la valeur des vignes sous le rapport de la culture et de l'art de fabriquer les vins. Et enfin, de réfléchir aux instruments aratoires à utiliser pour améliorer les différentes espèces cultivées. Enfin, en juin 1839, la famille Domé-Demont d'Arbois fait ériger dans l'église Saint-Just une chapelle qu'elle dédie au Sacré-Cœur, un peu plus bas que l'hôtel de Saint-Just.
En travaillant à la construction de cette chapelle, on trouve sous les dalles, renfermés dans un coffre qu'on croyait perdu, les ossements de Morel. On les recueille avec soin, on les dépose dans une urne que l'on fait placer dans une niche au-dessus de la plaque tumulaire qui avait été scellée en 1834 dans le mur de l'entrée. Et donc, pour reprendre, en 1838, le collège d'Arbois ne permet pas d'accéder au baccalauréat. Et donc, Pasteur n'a pas 16 ans lorsqu'il quitte Arbois pour Paris. On prétend que c'est le principal du collège, Étienne Romanet, qui a proposé, qui a incité le père de Pasteur à envoyer son fils à Paris pour préparer le baccalauréat. Le voyage est long, bien entendu, vers la capitale. Il ne part pas seul, puisqu'il part avec son ami Jules Verset. Et il se rend donc à l'institution Barbet. Jean-François Barbet était un franc-comtois, il est originaire de Pagnot, et cette institution est impasse des Feuillantines. Et ces institutions, à l'époque, c'était très couru, et il y avait quelques bonnes institutions dans Paris. Et en faisant des recherches, j'ai trouvé, par exemple, pour l'institution Barbet, que sa réputation est bonne et qu'elle prépare des candidats aux grandes écoles. En outre, les élèves suivent des cours au lycée Saint-Louis, ce qui permettait soit de préparer les concours, soit de préparer le bac, bien entendu. Alors, les résultats au concours sont toujours à la hauteur de l'enseignement prodigué, puisque, par exemple, en 1832, un tiers des admis à l'école polytechnique étaient passés par l'institution privée, dont l'institution Barbet. Alors, comment marchaient ces institutions? Plusieurs professeurs jouent le rôle d'examinateurs permanents, venant 2 fois 2 heures par semaine pour interroger les élèves individuellement. Ceux-ci subissent en outre tous les 3 mois un examen général. En fait, c'est le règne du système des cols, comme dans les classes préparatoires aujourd'hui, qui sont très laborieuses et souvent harassantes. Mais dans ces institutions, les élèves sont particulièrement choyés. Ils travaillent seuls ou à 2 ou 3 dans des petites pièces éclairées, chacune d'une fenêtre, qui leur servent également de chambre à coucher pour les élèves, notamment de la classe mathématiques spéciale. Les autres sont en dortoir et travaillent en commun dans des salles d'études. Ces institutions offrent à leurs élèves plus de confort, plus de liberté et surtout de bien meilleures conditions de travail que les internats des lycées parisiens. Et il n'y a pas de dépenses liées au trousseau. Ces établissements répondent donc mieux aux besoins des préparationnaires et que les établissements publics, avec un coût qui, pour les établissements publics, était plus élevé. Et puis surtout, comme Barbet était franc-comtois et connaissait le père de Pasteur, il semble-t-il qu'il y avait eu un accord même financier. Mais on voit que, alors j'allais dire ces boîtes à bac ou ces boîtes à concours, Pasteur, jeune élève qui sort d'un collège où le niveau ne devait quand même pas être extraordinaire et entre et se met en concurrence avec des élèves, bien sûr, peut-être plus affûtés, mais surtout avec des examens, des cols, etc. Moi, j'aimais l'hypothèse. Louis Pasteur a bien sûr le mal du pays. Il est jeune, il est trop éloigné de son clocher, comme tout bon arboisien quand il est éloigné de son clocher. Pasteur dit même, si seulement je respirais l'odeur de la tannerie, je sens que je serais guéri. Pasteur, plus tard, dira qu'il avait eu le mal du pays. Mais on peut émettre une seconde hypothèse, bien entendu, trop jeune, trop sensible, le jeune Pasteur ne va pas bien, mais surtout, il a sans doute un niveau un peu faible, et tenir le rythme qui, dans ces boîtes à bac, ça peut sans doute paraître une montagne pour le jeune élève. Et c'est aussi peut-être pour ça que Pasteur n'allait pas bien. Et donc, son père est allé le rechercher donc, à l'automne 1838, et eh bien, il revient au collège d'Arbois. Voilà, alors, vous voyez que c'est le trimestre de novembre 1838. Il est même le premier élève mentionné et il finira donc sa scolarité après cet échec parisien, donc une première fois. Il finit sa scolarité 1838-1839 au collège. C'est cette année-là donc qu'il va reprendre ses crayons pastel et faire vraiment beaucoup de portraits en pastel d'arboisiens. Et ensuite, 1839, à la rentrée, il gagne d'abord le lycée de Besançon, où il se prépare donc au baccalauréat de français, puis au baccalauréat scientifique qu'on passait à Dijon à l'époque. Le baccalauréat scientifique, il devra redoubler parce qu'il le rate une première fois.
et ensuite il va gagner Paris pour préparer l'école normale supérieure et il retourne à la pension Barbet où là, sans doute, il est beaucoup plus affûté et va donc pouvoir accéder à l'école normale supérieure. Et voici Pasteur à l'âge de 20 ans, et comme je dis souvent, le jeune Louis Pasteur va devenir pasteur. Voilà, merci pour cette fin de matinée, merci Julien, et puis on se retrouve à 15h pour la suite des événements.